Bonjour, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour aborder un très beau sujet qui est comment l'intelligence artificielle peut vous aider à accroître la diversité dans vos processus RH. Et pour cela, nous avons autour de la table Yves Loiseau, directeur général Europe du Sud de TextKernel, et Ruth Moquet-Tercy, responsable partenariat Europe du Sud. Tout d'abord, pour commencer, Ruth, pouvez-vous nous donner nous dire quelques mots sur TextKernel? Oui, bien entendu, Alain. Alors déjà, pour commencer, TextKernel propose depuis plus de 15 ans des solutions d'intelligence artificielle dédiées au RH. Nous créons des robots qui savent lire, c'est-à-dire ils sont capables de comparer les données RH en plusieurs langues. Ils sont aussi capables de comprendre et d'analyser un contexte RH, de donner des informations sur les tendances du marché et aussi de connecter les personnes et les emplois. Nos solutions sont disponibles à 23 langues. Nous sommes effectivement une entreprise qui connaît la diversité et la multiculturalité puisque nous avons 145 employés issus de 34 nationalités différentes et 70% de nos effectifs sont dédiés à la R&D. Quelles sont les promesses que vous faites aux entreprises? Alors tout d'abord, nous avons pour ambition d'aider les RH dans leur processus d'agilité, tout simplement pour leur offrir le temps et le recul nécessaires pour pouvoir s'adapter aux transformations actuelles. Nous, la promesse que nous leur faisons, c'est de les aider à comprendre l'intelligence artificielle, mais aussi de les aider à atteindre leur objectif. Et tout ça sans jargon, sans fantasme technologique sur ce que l'IA peut faire ou ne peut pas faire, et bien entendu en gardant l'humain au cœur de nos processus. Nous entendons beaucoup parler de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines ces dernières années, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Bien, nous sommes différents, je pense, parce que nous avons compris une chose, c'est parce que nous avons compris qu'en informatique, dans l'informatique, il s'agissait aussi de sciences humaines. Ce qui veut dire que finalement, on ne peut pas décorréler l'homo economicus de l'individu, c'est-à-dire ses aspirations, ses attentes, ses singularités et bien entendu ses particularités. Et puis, notre matière première à nous, c'est le langage qui par définition est polymorphe, ainsi que le sujet que nous travaillons, c'est aussi l'humain qu'il faut prendre en compte. Et l'humain a la particularité d'être versatile et de faire ce qui lui plaît. Finalement, on comprend et on a conscience que l'on ne se retrouve pas face à une science qu'on pourrait qualifier de totalement exacte, puisque tous ces paramètres incluent énormément de changements. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous parler des apports de l'intelligence artificielle dans les processus RH, afin notamment de développer ce que vous appelez le design, la diversity by design. Oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, l'idée, c'est finalement de faire sortir les RH, en tout cas les organisations, de tous les quotas et les indicateurs pour pouvoir explorer la diversité sous plusieurs aspects. Parce que même si parfois le contrôle est nécessaire, il est quand même contraire à tout ce qui définit la singularité et le foisonnement qui est lié à la diversité. La solution qu'on pourrait dire la plus pérenne en matière de diversité, finalement, plutôt que de contrôler, donc plutôt que de contraindre, ce serait certainement de convaincre. Et avec la diversité by design, enfin le concept de diversité by design, ce que nous on aimerait, c'est de permettre aux recruteurs de s'insérer dans une dynamique d'exploration plutôt que de filtrage, en leur proposant des choix variés et valables, bien entendu. Alors, avant peut-être de rentrer dans des détails plus techniques, pourriez-vous nous indiquer ce que signifie pour vous la diversité? Alors, je ne dirais pas exactement ce que signifie pour nous la diversité, mais je conviens qu'il sera intéressant de voir comment on a commencé à parler de diversité. La diversité, on a commencé à en parler en 1964, justement avec l'Affirmative Action Act qui a été mise en place par JFK aux États-Unis, parce que les États-Unis sortaient d'une période ségrégationniste et qu'ils avaient besoin d'offrir les mêmes opportunités au plus grand monde. Et la diversité, à ce moment-là, ne prenait en considération que des quotas sur l'ethnicité ou le genre dans les domaines de l'emploi, des marchés publics ou de l'éducation supérieure. Eh bien, on a vu les limites de ces quotas
Et aujourd'hui, pour atteindre l'adhésion d'un plus grand nombre, ce qui serait bien en fait en termes de diversité, ce serait plutôt de se concentrer sur de montrer que la diversité est surtout une affaire de justice que l'on peut faire à chacun, de richesse disponible pour l'entreprise, parce que finalement, quand on regarde le monde, qu'il s'agisse de bactériologie, de biosphère, de sciences physiques, la diversité et le renouvellement sont garants de la pérennité. Par contre, ce n'est pas forcément le cas en matière de RH et c'est bien dommage. Pourquoi ? Parce que quand on parle de recrutement, on parle de faire un choix. Et choisir, cela veut dire exclure. Et pour faire un choix, en tant qu'être humain, naturellement, on fait intervenir des biais. Et les biais, comme nous le savons, en tout cas pour la plupart d'entre nous, les biais sont très souvent considérés comme de mauvais éléments, alors que les biais font vraiment partie inhérente du processus de décision. Par exemple, ils aident notre cerveau à prendre une décision quand il fait face à un flux d'informations trop important. Ils nous aident à combler les manques d'informations lorsque nous n'avons pas assez d'informations pour nous faire une idée sur un événement, ou ils nous aident à assurer notre survie, notre sécurité ou notre succès lorsqu'il faut prendre une décision de manière assez rapide. Si on regarde un peu l'état de la psychologie, on trouve à peu près 200 biais à caractère cognitif, ce qui veut dire qu'en fait, pour pouvoir travailler sur tous ces biais, il faudrait être conscient, puisque ces biais ont la tendance à être systématiques et être inconscients. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait être en permanence conscient de nos intuitions, de nos réactions et de nos réflexions, et ça, quel que soit le contexte. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait réfléchir tout le temps à 2 fois à ce qu'on pense, donc ça voudrait dire qu'on n'aurait plus d'intuition finalement. Et aujourd'hui, en tant qu'être humain, on sait effectivement que ce n'est pas possible. Et tout ça constitue effectivement des obstacles à la diversité, mais dans le domaine des RH, il y a des obstacles à la diversité qui sont assez particuliers. Alors justement, Yves, quels sont les obstacles majeurs que vous avez pu identifier ? Oui, alors je pense qu'il y a vraiment 3 grandes catégories d'obstacles. On ne va pas faire une liste à l'après-vert, mais je pense que la première catégorie d'obstacles se trouve au niveau déjà du candidat. D'abord parce que tout simplement le candidat peut ne pas se reconnaître dans la description du poste. La façon dont on décrit le poste influence le candidat qui peut être amené à s'auto-censurer. On a aussi le cas du candidat qui n'est peut-être pas très ambitieux. Et donc, il est peut-être très bon pour un poste, mais il ne va pas penser à postuler, ou il n'est pas en recherche de progrès dans sa carrière, et donc il va rester tranquillement là où il est. Ça peut être aussi simplement parce que le candidat n'a simplement pas accès à l'information. Parce que permettre la diversité, ça commence par donner un accès égal à l'information. La deuxième sorte d'obstacle, on peut la trouver du côté du recruteur. Alors effectivement, on parle beaucoup de discrimination consciente, volontaire. C'est évidemment celle qui est la plus condamnable et c'est celle qui pose le plus de problèmes moraux. Maintenant, comme le disait Ruth, ce n'est pas forcément par un contrôle systématique que l'on va arriver à régler ce genre de problème. D'autant que, précisément, le diable se cache dans les détails. Il y a des éléments au quotidien qui vont pousser à une discrimination et qui ne sont pas du registre de la volonté de quelqu'un. Par exemple, on voit assez souvent le chiffre de 45 secondes consacré à chaque CV. Par manque de temps, on va vouloir prendre des raccourcis. Évidemment, ces raccourcis, quand on est face à un CV riche, un peu touffu, ou face à un profil un peu atypique, qui n'est pas directement lisible, eh bien, les raccourcis se retrouvent quelque part être très impactants, finalement, puisqu'on ne va pas prendre le temps. Un autre exemple d'obstacle qui peut être de nature non volontaire, c'est un certain conservatisme. Le recruteur a des clients internes et quelque part, si jamais il prend un risque, s'il va vers, je dirais, un profil atypique, eh bien, il va avoir tendance aussi à craindre, si ça ne se passe pas bien, qu'on le lui reproche. Donc, je pense qu'il faut voir côté recruteur, évidemment, parfois, des problèmes d'ordre volontaire, mais
mais je pense que la plupart du temps, ce sont des problèmes qui sont liés simplement au mécanisme et au quotidien du professionnel. Ce qui m'amène à parler de la troisième catégorie d'obstacles, qui est liée en fait aux outils que le RH a à sa disposition. Et ces outils, ce que nous soutenons, c'est que cette source on va dire de biais ou de problèmes finalement dans l'exercice de processus RH diversifié, qui encourage la diversité, est probablement la moins connue, mais aussi la principale des sources. Pourquoi ? Parce que en informatique classique, on va mettre des gens dans des cases, donc des bases de données, selon des classements qui ne sont pas très élaborés en général, qui ont été hérités des petites annonces classées, tout simplement. C'est comme ça que les informations nous arrivent depuis les sites emploi ou autres. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce type de classification ne rend pas justice à la diversité des talents et à la richesse des talents. De la même façon, quand on va par exemple choisir des critères qui sont normatifs, qui enferment finalement dans des boîtes, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec des candidats shortlistés, mais qui ont tous les mêmes attributs. Et cette égalité, le fait qu'on ait fait une sorte de copier-coller, fait qu'on va naturellement avoir tendance à vouloir trouver d'une façon ou d'une autre une raison de faire un choix. Et cette raison n'est pas toujours liée au contenu du poste. On va simplement on a pris nos cases, on a fait passer les candidats au tamis, et ce qui sort, ça se ressemble beaucoup. Et du coup, faut qu'on fasse un choix, et puis ça peut être subjectif, tout simplement, et de manière assez naturelle. D'accord. Alors, avant de voir justement comment l'IA peut nous aider dans cette phase de traitement finalement de toutes ces données, je propose de donner la parole à nos participants afin de recueillir déjà quelques questions que vous pouvez avoir à ce stade, sachant qu'après donc nous allons aborder les apports de l'IA et certainement que dans cette partie qui va concerner justement vos solutions, nous aurons des questions qui vont certainement émerger. Yves, restons avec vous donc, et comment l'intelligence artificielle va nous aider à faire ce tri, à surmonter tous ces obstacles? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter finalement? Alors je pense que l'intelligence artificielle peut apporter essentiellement trois choses. La première a trait au temps. La machine n'a pas les mêmes contraintes que nous, c'est-à-dire qu'elle est capable de rapprocher, de matcher, comme on dit aujourd'hui, des millions d'informations en moins de temps qu'il nous faut pour lire un CV. C'est quand même un avantage important. Nous ne considérons pas aujourd'hui que l'intelligence artificielle est plus maligne, plus subtile, plus nuancée que nous. Par contre, elle va vite. Ça veut donc dire que c'est la garantie de prendre tout le monde en compte. Je n'ai pas besoin de, quelque part, justement, utiliser des biais pour m'en sortir. Je n'ai pas besoin de dire, tiens, vers quel genre de candidat il faut que je me tourne. La machine, elle peut les voir tous. Donc déjà, c'est un premier avantage. Tout le monde, il y a une sorte d'équité finalement de fait, puisque la machine va tout simplement prendre tout le monde en compte. Ensuite, du point de vue du temps, parce qu'elle va très vite, l'IA apporte aussi une profondeur d'analyse. Alors ça peut paraître étonnant, mais en général, quand on doit finalement faire un choix, on va procéder un peu par l'équivalent de ce qu'on appelle la dichotomie. C'est-à-dire je vais commencer par trier sur un niveau d'études, une région, un groupe de métiers, etc. etc. Alors que la machine, elle peut prendre 20, 30 critères en même temps, les pondérer et finalement aller au-delà des grilles d'analyse traditionnelles pour prendre en compte les compétences, les motivations, pourquoi pas même le travail individuel fait par la personne. S'il y a des questions sur ce sujet, on peut expliquer comment. Et puis, ça permet aussi de penser en dehors du bocal. C'est-à-dire que aujourd'hui, on exploite, je dirais, vraiment un tout petit bout de l'information que l'on pourrait exploiter sur les talents.
il y a vraiment des trésors d'informations déjà disponibles au sein des entreprises que la technologie permet maintenant de mobiliser dans les entretiens annuels, dans les documents de conversation continue, dans les catalogues de formation, etc., etc., même dans les fichiers Microsoft Office que les personnes produisent chaque jour. Mais il y a une chose qui est quand même pas trop du registre professionnel, ce sont les appétences, ce que les gens veulent faire, etc. Et là, si on veut penser en dehors du vocal, comme je disais, on peut faire appel par exemple à un chatbot qui va encourager la personne à en dire plus sur elle-même, à faire ressortir sa singularité pour que cette singularité soit prise en compte dans, finalement, le rapprochement entre la personne et l'emploi. Parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que, évidemment, il faut que la personne corresponde au poste, mais si le poste peut correspondre à la personne, c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, le deuxième sujet sur lequel l'intelligence artificielle apporte quelque chose, c'est celui de l'introduction d'un aléa. Alors, il y a une citation que j'aime bien, c'est que l'intelligence, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Bon. Donc, si on parle d'intelligence artificielle, c'est bien parce que l'intelligence artificielle est capable finalement de faire quelque chose qui n'a pas été programmé. En fait, elle est programmée pour s'adapter, pour se débrouiller. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que, d'un point de vue de la conception d'un système de matching, par exemple, eh bien, on ne va pas être obligé de tout prévoir. Alors, je suis désolé pour la parenthèse technique, mais dans une base de données relationnelle classique, il faut qu'on dise que voilà, il y a des catégories qui sont discrètes, et ces catégories, il faut les connaître à l'avance. Là, on peut s'exprimer de façon plus naturelle sur ce que l'on veut. Dire voilà, on a des contraintes, effectivement. Après, il y a tout un horizon de facteurs qui pourraient influencer le choix. Et on peut livrer ça quelque part à l'intelligence artificielle qui va essayer de nous comprendre, d'interpréter ce que l'on peut vouloir exprimer. C'est un peu comme si je vais dans un magasin de chaussures. Si je dis que je veux des chaussures bleues, eh bien, peut-être que le marchand, surtout s'il regarde comment je suis habillé, s'il a l'habitude de me voir venir, va me recommander des chaussures bleues qui seront plus à mon goût que si j'avais juste tapé chaussures bleues sur un site de e-commerce. Mais c'est un peu le rôle finalement que par l'introduction d'aléas, l'intelligence artificielle peut jouer, et en ce sens, elle va à l'encontre de la discrimination, finalement. Parce que si je sais précisément qui je veux exclure, je n'ai pas besoin d'intelligence. J'ai juste besoin de grilles, comme on en parlait précédemment. Le troisième point sur lequel l'intelligence artificielle... Pardon ? Je demande si on peut, demande si vous évoquez les mad skills. Oui, tout à fait. Alors, effectivement... Alors, j'allais aborder le sujet un peu plus tard. Les math skills ne rentrent pas dans les grilles. Et précisément, si on est capable de mettre en œuvre l'intelligence artificielle à bon escient, justement, elle a le temps de prendre en compte, y compris les math skills. Après, en tant que recruteur, parce que j'en suis un, ça m'arrive, j'aime bien les math skills personnellement. J'ai recruté un commercial qui a un diplôme en biochimie, c'est qu'un exemple, parce que pour moi ça a déjà un sens, et un sens d'ouverture d'esprit et d'universalité finalement dans le raisonnement. Mais ça peut aussi tomber fort à propos, parce qu'effectivement si d'aventure il se retrouve avec un client qui opère dans la pharma, évidemment il aura une meilleure compréhension de ce qui se passe. Voilà. Donc oui, effectivement, les math skills, ça fait partie des choses que l'on peut prendre en compte et faire émerger justement grâce aux deux facteurs dont j'ai parlé, c'est-à-dire la vitesse d'exécution et le fait que l'on peut laisser un peu de flou finalement. On n'est pas obligé d'être rigide. Et ce qui m'amène d'ailleurs à parler du troisième volet, c'est la prise en compte peut-être meilleure des compétences. Alors pourquoi ? Parce que quand on fait un exercice de création de référentiel de compétences, en général, ça se passe de façon collégiale et les gens doivent faire un appel colossal à leur mémoire, à leur connaissance du terrain. Il y a des aléas, tout le monde n'est pas dispo, on n'arrive pas forcément à presser quelque part le citron de tout le monde pour arriver à en extraire l'information. Grâce à l'intelligence artificielle, c'est un peu différent, parce qu'elle va vraiment faire un travail de fourmi, de cadastre en gros, et elle va faire ressortir des singularités et montrer que tel terme a quelque chose à voir avec tel terme, par exemple. Ce qui permet à l'humain, qui est toujours présent,
plutôt que de faire un effort cérébral, de plutôt essayer de voir ce qui est présenté et d'arbitrer. Est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il n'est pas d'accord? Ça, je parle de la constitution des référentiels. Mais surtout, le problème, c'est qu'avoir un référentiel, c'est bien, mais bien souvent, l'écueil, c'est que on n'a pas l'information parce qu'il faut la saisir et que les gens n'ont pas le temps. Et c'est là que l'intelligence artificielle apporte aussi quelque chose, c'est-à-dire que les fameux robots qui savent lire, dont parlait Ruth, ils vont lire inlassablement, tout le temps, et donc ils peuvent aller chercher l'information là où elle est. C'est pas la peine de se dire, à un moment, je me souviens d'un RH qui m'avait dit, LinkedIn, ça sait plus de choses que nous sur nos collaborateurs. Je pense que c'est pas vrai. C'est juste qu'ils prennent le soin d'exploiter l'information qu'ils ont. Il y a plus d'informations dans les entreprises, mais il faut la mobiliser. Et c'est là que c'est très bien d'avoir tous ces petits robots qui vont passer la nuit à aller faire un travail d'archiviste, finalement. D'accord, alors justement, quelle est cette fameuse solution là, que vous proposez, ce concept de diversity by design? Oui, alors, je pense qu'il faut, pour être un petit peu méthodique, hein, parce que c'est vrai que au-delà des idées, c'est bien d'avoir quelque chose d'opérationnel. Il y a 4 principes principaux. 4 grands principes. Le premier, c'est d'anonymiser le processus de matching. Il y a eu des tentatives d'anonymisation par le passé. Moi, je me souviens, je crois que c'était quelque part en 2004-2005, il y avait eu la grande période du CV anonyme. Il y avait même des entreprises qui coupaient le haut des CV au ciseau en mettant au feutre un numéro dessus, etc. Ou des candidats qui envoyaient des CV sans mettre leurs coordonnées. Ça, c'était aussi pas forcément, ce n'est pas forcément une solution pour être retenu, mais bon. Bref, ça n'a pas très bien marché, mais ça reste une bonne idée à mon sens. Et c'est très facile à réaliser aujourd'hui parce que un document quelconque, un CV, mais aussi n'importe quel autre document, peut être anonymisé parce que la machine va sortir des informations, elle va les transmettre dans la base de données, par exemple, mais elle peut se dépêcher de les oublier. En fait, elle n'a absolument pas besoin de conserver les données personnelles, et d'ailleurs, elle n'en a pas besoin du tout. Donc, c'est facile à faire, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et il y aura 2 bénéfices principaux. Le premier, c'est qu'on entend parler de sérendipité, de biais que la machine développerait un peu malgré elle. Un peu comme les sœurs Tatin quand elles ont inventé leur dessert. Bon. Alors, la sérendipité existe, mais elle se base finalement sur, quelque part, des données disponibles. C'est par le truchement de croisement de données, d'indices subtils, que l'on peut voir induire un comportement qui serait néfaste. Si on ne met pas cette information-là, elle n'influera pas quelque part le raisonnement. Le deuxième gros avantage que j'y vois, il touche aux humains, c'est-à-dire que si on met ça en place, il est effectivement possible de retarder le moment où les données personnelles sont communiquées. C'est-à-dire que les données personnelles peuvent être réservées au moment où elles sont utiles, quand on veut contacter le candidat. Ça veut dire que la personne a été amenée à faire un choix en toute neutralité et avec un maximum d'informations, idéalement. Si possible, l'esprit ouvert. Je crois que l'ouverture d'esprit, c'est le maître mot de ce workshop. Avant même que de savoir qui est là en face d'elle. Voilà, donc ça c'est le premier principe. Après, le deuxième principe, c'est toujours avec une ouverture d'esprit maximale, d'essayer d'avoir le plus de données possible. Hein, j'en ai parlé, l'IA le permet aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'informations. Et je pense que si on veut créer de la diversité, il faut aussi diversifier les critères. Très important. Le troisième point, dans la méthode, si vous voulez, elle n'est pas déposée, mais on la partage très volontiers, voilà. C'est tout simplement de prendre tout le monde en compte. On parlait des math skills, on parlait des profils atypiques. Il y a aussi les talents cachés, on l'a dit tout à l'heure, hein, les talents parfois ne se révèlent pas d'eux-mêmes. Hein, et souvent, malheureusement, en particulier en mobilité interne, aujourd'hui, on attend que les gens se manifestent. On ne va pas forcément les chercher, on ne va pas forcément leur suggérer des choses. Eh bien, si on prend tout le monde en compte, on atteindra un niveau d'équité finalement et de diversité supérieur. Pour terminer, le quatrième ingrédient de la recette, finalement, touche aux mathématiques.
Alors, il fallait bien que j'en parle à un moment. Si on se met d'accord sur un minimum, vraiment je dis un minimum de critères obligatoires. Souvent, quand on regarde comment les gens font des recherches, il y a des critères, franchement, dont on pourrait discuter un certain temps. Bon. Je ne fais pas partie de ceux qui vont dire qu'il faut faire que des skills, ou voire même que des soft skills. Je pense qu'il peut y avoir différents éclairages, finalement, hein, sur un profil qui permettent de faire un choix. Mais il faut diversifier les critères. À la fois des critères professionnels, mais idéalement aussi des critères personnels. On l'a vu, on peut penser en dehors du bocal. Et pourquoi? Parce que mathématiquement, une fois que les critères obligatoires, qui sont le fruit du consensus, seront remplis, eh bien, avoir ajouté de très nombreux critères non obligatoires fera que eh bien, le nombre de chemins, hein, c'est un peu du jargon, mais le nombre de chemins que le candidat aura pour arriver, on va dire, dans le top 20, c'est-à-dire ce qu'on regarde en priorité, le nombre de chemins sera très élevé. Oui. Ouais. Il y aura il peut y avoir presque une infinité de chemins pour arriver finalement dans le top 20 auquel le RH va faire attention. Du coup, il y a peu de chances que les profils se ressemblent au sein du top 20. Et c'est à ça qu'on veut parvenir finalement. C'est-à-dire que quand je me trouve avec ces 20 candidats qui sont éligibles, qui, pour différentes raisons, peuvent être intéressants, eh bien, je me retrouve dans une posture d'exploration. Je me dis, tiens, mais alors, pourquoi il est là, celui-là? Et donc, exit finalement la logique de tri. En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve dans une posture d'exploration plutôt que de filtrage. Merci Yves, mais n'y a-t-il pas un risque à la fin que ce soit la machine, entre guillemets, qui présente le bon candidat et que le recruteur n'ait qu'à finalement appuyer sur un bouton pour dire c'est celui-là que je retiens? Ou comment permettez-vous cette liberté après aux recruteurs pour aller au-delà peut-être des critères présentés et puis des différents CV proposés pour se dire il n'y en a pas un, mais je garde la décision à la fin? Oui, alors, si on nous demande de mettre en place un système qui fera ça, c'est techniquement possible. C'est pas très sage, mais c'est possible. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas sage? La première, c'est que... Alors, l'être humain est très bon à une chose, c'est prendre des décisions, déjà. Donc, je ne suis pas sûr que la machine sache le faire, d'autant que la machine n'a pas de point de vue, elle n'a pas vraiment d'opinion, elle a des intuitions, comme disait Ruth, c'est-à-dire qu'elle a un faisceau d'indices qui lui fait penser que... Et d'ailleurs, mathématiquement, ça se représente soit par des volumes, soit par des surfaces en général, mais... Quel point je prends dans la surface? J'en sais rien. Son opinion s'arrête au bout d'un certain moment. Elle se dit simplement, c'est quelque part par là que se trouve la vérité. Voilà. Bon, c'est le premier point. Ensuite, c'est pas très sage parce que si on regarde la météorologie, par exemple, qui n'est faite que de chiffres, hygrométrie, vitesse du vent, température, altitude, etc., c'est déjà pas évident d'être très précis. Si on regarde les voitures autonomes, pareil, ça fait quand même quelques années qu'on essaye de les faire conduire toutes seules. Alors, elles conduisent toutes seules, mais sur des circuits où il n'y a pas d'humain. Évidemment, ça réduit les risques. Mais ça reste quand même assez mathématique, c'est-à-dire que les différents capteurs vont donner des données chiffrées. En RH, comme le disait Ruth, notre matière première, c'est le langage. Le langage, c'est quand même subjectif. Donc, même s'il est possible en laboratoire de mettre en place une machine qui va prendre une décision, je pense que cette décision ne sera pas nécessairement la meilleure, voire elle ne sera peut-être pas la bonne du tout. Voilà. Donc il faut... alors, je dirais, c'est pas, pour l'instant, je ne parlerai pas de risque que ça se produise, je dirais simplement que ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Merci Yves.